congolais, n'est-ce pas, est réalisée. Et donc nous considérons que le Congo a souffert depuis 60 de ces problèmes du déficit de leadership déterminé, visionnaire, capable de pouvoir déplacer les lignes et ainsi transformer le Congo. Deuxième problème, c'est qu'au niveau du CDR, nous avons aussi indiqué que l'autre problème du Congolais, qui se décline du premier, c'est le fait des institutions politiques inefficaces. Est-ce que l'institution président de la République, l'institution gouvernement, l'institution parlement, l'institution cours et tribunaux, ces quatre institutions, y compris les institutions provinciales, comme les institutions d'appui à la démocratie, ces institutions travaillent-elles dans l'intérêt du développement économique et social des Congolais? Là-dessus, je dois vous avouer que nous avons des institutions inefficaces. Et c'est le deuxième problème du Congo. Les scientifiques ont démontré que la qualité des institutions influe positivement sur le niveau de développement d'un pays et le niveau d'amélioration du bien-être des citoyens. Ce n'est pas le cas au Congo. Troisième problème, qui découle donc du deuxième, c'est la qualité de la gouvernance économique, politique, culturelle, sociale. Quelle est la qualité de notre gouvernance? Elle est mauvaise. Elle est mauvaise simplement parce que les résultats sont là. On nous parle d'un cadre macroéconomique amélioré, certes. Mais face à cela, vous avez un fonctionnaire qui n'a pas 100 $ américains par mois. En face de ces salaires, vous avez un carton de Chinchard qui vous coûte 90 000 francs congolais. Ça veut dire exactement 100 $ américains. Ben voilà, on parlera de tout ça. Donc, je vais dire, j'ai posé le problème en termes de la logique CDR. Et pour terminer, la logique économique. Pas la gestion économique du pays. La logique économique qui prévaut dans le pays. C'est quelle logique économique? Est-ce que c'est une logique économique d'exploitation type coloniale? C'est une logique économique d'épillage type guerrier? Ou c'est une logique économique qui fait de l'homme la finalité de l'action publique? Et c'est à cela que les CDR voudraient répondre. C'est pour cette raison, et je termine, que nous disons en 2016, le CDR va présenter un leadership alternatif parce que le CDR a un projet alternatif crédible. Oui, vous défendez également au sein du CDR l'économie libérale et l'industrialisation. Alors, que pensez-vous en ce moment-là de Boukan Alonso? Oui, le CDR considère, le socle idéologique du CDR repose sur... C'est quelque chose qui vient combattre la faim. Le socle idéologique du CDR repose sur le libéralisme. La cohérence entre le choix démocratique et le choix économique, avec une pratique conséquente, doit permettre de pouvoir développer le pays et assurer le bien-être. Maintenant, vous me posez une question spécifique sur Boukan Alonso. Le CDR ne dit pas qu'un projet d'industrialisation est une mauvaise chose. Le CDR considère simplement que ça fait 8 ans que M. Kabila, président de la République, est au pouvoir. Et c'est à la dernière année, seulement qu'on nous parle de Boukan Alonso, s'il vous plaît. Et je pense que tous les problèmes pour nous, c'est que vous avez été élu sur base d'un projet ambitieux, mais vous n'avez pas été capable de le réaliser, ne fût-ce qu'à 25%. C'est là les problèmes. Par contre, le développement de ces pays, en phase avec le besoin des citoyens, doit reposer sur l'agro-industrie comme priorité. Il doit aussi reposer, parce que j'ai parlé de l'agro-industrie, sur la transformation, sur les industries de transformation dans les autres secteurs, le secteur minier. Aujourd'hui, nous produisons plus d'1 million de tonnes de cuivre par an. Les pics sous la Deuxième République étaient de 450 000 tonnes seulement. À cette époque, la GECAMINE à elle seule participait au budget de l'État pour la moitié. Aujourd'hui, avec les 1 million de tonnes, on ne participe même pas à 30% du budget de l'État. Les défis, c'est lesquels? Je pense qu'il faut la cohérence des lois qui permettent au pays de bénéficier de ses richesses, le code minier, qu'il faut absolument modifier. Deuxième élément, il faut transformer les produits primaires pour nous permettre finalement d'avoir soit des produits semi-finis, soit des produits finis. Donc, lancer la phase d'industrialisation du pays dans le secteur minier, qui est un secteur porteur de notre économie. Ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Et ça nous fait manquer énormément des ressources dans le pays. D'accord. Je disais en votre présentation que vous êtes également député national, élu de Boudjala. Boudjala, à l'Équateur. Oui. Vous avez perdu un digne fils de l'Équateur, à la personne de Koa Diallo. Qui était-il pour vous?
D'abord, je crois que l'histoire récente a fait de moi le challenger du gouverneur Kouya Diallo lors des élections des gouverneurs de province en 2013. Je suis arrivé avec lui au second tour de ces élections. Mais je crois qu'au-delà de l'adversité politique, il faut avouer que nous avons perdu un grand homme. Le premier gouverneur qui meurt en fonction. Depuis 2006, la Constitution de 2006, c'est le gouverneur Kouya Diallo. J'ai eu l'occasion de présenter mes condoléances à sa famille et ainsi qu'à tous ses amis. J'en profite une fois de plus pour réitérer mes condoléances, mais je crois que l'Équateur a perdu un homme de qualité, un homme affable, un homme de grande simplicité, un homme intelligent qui avait les capacités pour pouvoir mener la province vers des lendemains meilleurs, alors que cette province patauge depuis 8 ans. D'accord. On va parler de l'exercice parlementaire qui s'est clôturé la semaine dernière, donc avant les fêtes de Noël, la fête de Noël, qui était essentiellement budgétaire. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de cette session Je pense que le travail parlementaire se résume en 3. Il y a la fonction de représentation des citoyens. Cette fonction fait du député ou du Parlement les relais des préoccupations ou des aspirations, des inquiétudes des citoyens. Est-ce que nous avons réussi à porter les aspirations, les inquiétudes des citoyens pour les transformer en des réponses adéquates? C'est la question. Là-dessus, la réponse est totalement mitigée. Beaucoup de nos compatriotes que nous rencontrons dans la rue ou dans les autres endroits, dans la ville ou dans l'arrière-pays, considèrent que le relais n'a pas été bien fait. Et c'est clair, parce que des réponses n'ont pas été trouvées. On peut bien catégoriser. J'entends les syndicalistes revendiquer certains avantages. J'entends les syndicats des médecins revendiquer ces droits promis en 2014. Et j'ai entendu les magistrats réclamer les $1 600 qu'on considérait qu'ils touchaient déjà. J'ai suivi aussi la plupart des syndicalistes, à la suite de mon interpellation du ministre des Finances de l'époque, réclamer leurs droits qui ont été confisqués par les gouvernements. Là-dessus, si les députés ont porté les problèmes au niveau du gouvernement, les réponses n'ont pas été trouvées. Alors, mais si le ministre que vous avez interpellé est quand même tombé, on va dire comme ça que c'est aussi un point fort. Le point fort serait que la réponse aux problèmes des citoyens soit trouvée. Ça aurait été le point fort. Il faut commencer quelque part, donc, ça aurait été le point fort et je crois que là-dessus, certes, l'action parlementaire en termes de représentation a été faite, mais son efficacité devrait être mesurée par le fait que des réponses concrètes ont été trouvées par rapport aux aspirations des citoyens. Ça, c'est un de deux. La fonction législative, qui est la nôtre, je pense que là-dessus, on n'a pas reproché à l'Assemblée nationale de n'avoir pas légiféré suffisamment. Nous avons voté des lois et nous continuons à le faire. De ce côté-là, il n'y a pas débat. Même la loi la plus importante de la session, la loi de finances publiques de l'année a été votée. Troisième fonction essentielle, c'est la fonction de contrôle parlementaire. C'est là-dessus que les bas blessent. Le contrôle parlementaire, c'est la fonction, c'est même la fonction qui a fait que les parlements puissent être créés. Les parlements puissent être créés. C'est cette fonction-là. Contrôler comment le roi, contrôler comment le président, beaucoup vous accusent de monnaie. Je crois que ça, c'est du terre-à-terre un peu. Hein. Vous savez, quand on veut... L'émotion monnaieable, c'est du terre-à-terre. C'est trop ridicule. C'est trop ridicule lorsqu'on dit que c'est des motions monnaieables. Ou on veut le contrôle parlementaire, ou on ne le veut pas. On l'a quand même constaté. S'il vous plaît, lorsqu'un député, admettons que les motions soient monnayables, ce qui n'est pas ma thèse, hein, mais je rentre dans cette hypothèse juste pour développer quelque chose. Admettons que des motions soient monnayables. Qui monnaie alors? C'est les ministres? C'est le Premier ministre? C'est le chef de l'État? C'est le président de l'Assemblée nationale? C'est le président du Sénat? Alors dans ces cas, c'est des corrupteurs. Ils doivent être arrêtés. Tout simplement. Je ne suis pas dans cette logique. Je considère que l'action parlementaire est bloquée par le fait d'une espèce d'idéologie d'appartenance à un groupe politique. La logique voudrait que les parlementaires pris dans leur ensemble puissent exercer avec efficacité le contrôle sur le gouvernement, sur les entreprises publiques, ce qui est constitutionnel, pour améliorer la gouvernance. C'est ça l'intérêt du contrôle parlementaire. Mais comment l'action parlementaire, de ce point de vue, est-elle comprise par l'exécutif? Lorsque vous avez interpellé un ministre, tout de suite, c'est des branle-bas.
Certains disent, voilà, ils veulent régler des comptes personnels, et c'est de la jalousie. On verse même dans des arguments terre à terre. C'est pourquoi j'ai parlé du terre à terre. Ah, c'est de la jalousie. Ils étaient dans la même classe. L'un est devenu ministre, l'autre premier ministre, l'autre ceci. C'est pourquoi ils n'en veulent pas. Non, c'est ridicule. Arrêtons de vivre comme si nous étions dans une république bananière. Nous sommes dans une république où il y a une constitution qui dit que les députés ont le pouvoir de contrôler l'exécutif. Le Parlement, voulais-je dire, a le pouvoir de contrôler l'exécutif. Et les actes par lesquels, les instruments par lesquels le contrôle est organisé sont bien nommés par la loi et par le règlement intérieur. C'est quoi? C'est la question orale sans débat. C'est la question écrite. C'est la question orale avec débat. C'est l'interpellation. La sanction, elle est aussi prévue. Lorsque vous n'avez pas été satisfait de la manière de gérer des membres du gouvernement... Mais les sanctions, on en compte de moins en moins. Voilà, j'en arrive. Lorsque vous avez des preuves qu'un membre du gouvernement a fauté, alors sérieusement fauté, mais la procédure est prévue. La procédure prévoit une motion de défiance contre un ministre, une motion de censure contre l'ensemble du gouvernement. Lorsque les motions sont lancées, mais vous suivez les débats qui se passent entre la majorité et l'opposition, la majorité défend à tout prix. Ce sont les meilleurs débats qui n'aboutissent à rien en fin de compte. Mais ce que je veux dire, la majorité défend à tout prix son ministre, même s'il a fauté. Ah non. Mais lorsque, à partir de ce moment-là, on rend inefficace l'action parlementaire, il est certes vrai qu'on ne peut sanctionner que sur base de preuves. Je sais que beaucoup de députés amènent de preuves. Mais lorsqu'il arrive le moment de sanctionner, c'est les appartenances politiques qui se mettent en évidence et qui neutralisent ainsi l'action parlementaire. Mais beaucoup d'autres citoyens ont l'impression que c'est seuls les députés qui peuvent sanctionner. Ah mais non, les cours et tribunaux. Dans les démocraties les plus avancées, vous suivez ce qui se passe. Un ministre est soupçonné, est soupçonné d'avoir été dans la corruption, etc. Mais les cours et tribunaux, avec des juges indépendants, se saisissent de l'affaire. Oui. C'est pas que le Parlement, c'est des juges qui s'en occupent, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est une façon de voir les choses en démocratie. Lorsqu'à l'interne, le gouvernement se rend compte que tel ministère n'est pas bien géré et tel autre service public détourne les fonds publics par des acteurs, il y a l'inspection générale des finances. Il y a aussi la Cour des comptes. Mais ça, donc ça vous dédouane pas du travail que vous êtes censé faire. Non, j'ai mis en évidence ce travail. On va évoluer. J'ai mis en évidence ce travail, mais j'ai montré aussi que les pesanteurs qui font que ce travail ne soit pas fait avec efficacité. On va parler de cette polémique qui a coulé beaucoup d'encre et de salive pendant près de 2 ans. Les gens n'arrêtaient pas de s'accuser à tort ou à raison en ce qui concerne la révision constitutionnelle, mais l'équivoque est finalement levé. On a écarté l'éventualité d'une révision constitutionnelle. Nous l'avons écouté lors du discours de Minakou. Alors, on va dire comme ça que vous êtes apaisé. Je pense que c'est intéressant qu'aujourd'hui tous les acteurs considèrent qu'on ne touche pas à la Constitution, notamment dans ses dispositions verrouillées. J'espère que nous regardons tous désormais dans la même direction et que personne ne viendra nous dire que le mandat de Kabila va se prolonger au-delà de 2016. Voilà qui est intéressant aujourd'hui. Mais quel était le problème? C'est la représentation, la réélection de Kabila, la représentation de Kabila, ou parce qu'on se rappelle, à un moment donné, l'opposition congolaise réclamait aussi cette révision de la Constitution qui était tachée on va dire des souillures, parce qu'on sait comment on a constitué, comment on a mis en place cette Constitution. Est-ce que le problème qui fâche, c'est la réélection de Kabila ou la Constitution elle-même? La Constitution. On peut reviser la Constitution sans toucher l'article verrouillé, par exemple, de décembre. La Constitution n'est pas une loi comme toutes les autres lois qu'on modifie tous les jours au Congo au gré des vagues. Au Congo, mais vous vous souvenez quand même qu'il y a l'opposition qui demandait... En tout cas, moi, je ne me souviens pas avoir dit ça. Moi, je ne me souviens pas avoir dit ça. Vous étiez opposant à l'époque? En tout cas, je le suis encore. Je le suis encore. OK. Parce que je ne suis pas membre du gouvernement de la majorité présidentielle. C'est ça qui définit la position d'un opposant. C'est clair, c'est clair. Quand vous n'êtes pas partie du gouvernement, vous êtes opposant. Le statut de l'opposition est clair. Un parti politique qui a des représentants au gouvernement fait partie donc de la majorité qui gouverne. Et ceux qui n'y participent pas sont de l'opposition. Ouais. Je crois que c'est une définition très simple. On n'a pas philosophé là-dessus. Ce que je voulais dire, nous sommes satisfaits aujourd'hui que la bataille contre la révision constitutionnelle que nous avons menée en 2014
ait été couronné par le fait que beaucoup d'acteurs se rendent compte que ce n'est pas opportun, ce n'est pas possible. Je félicite donc tous ceux de la majorité qui ont compris cela et qui considèrent avec nous aujourd'hui, avec l'ensemble du peuple congolais, qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Simplement, nous voulons aussi leur dire qu'il ne faut pas non plus créer des prétextes pour prolonger le mandat de M. Kabila. C'est aussi cela. Ne pas modifier la Constitution. On va dire comme ça que la crainte demeure, vous n'êtes pas totalement rassuré. Non, on est rassuré par rapport à la révision de la Constitution. C'est clair et net, personne ne va réviser la Constitution. Mais il ne faut pas développer des mécanismes à travers le retardement des élections de députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs de province, à travers l'appel à l'organisation d'élections locales, municipales, etc., qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour pousser à dépasser 2016. C'est ce que nous refusons et nous dirons non à cela. Ça nous emmène à parler de la loi électorale. Et pourquoi, je voulais savoir, pourquoi l'opposition s'agite-t-elle quand le gouvernement annonce qu'il viendra déposer le projet de loi le projet de loi électorale? Mais l'opposition ne s'agite pas. N'est-ce pas une... Je pense que ceux qui s'agitent sont au niveau de la majorité. Chaque fois qu'une échéance politique s'approche, chaque fois que les élections s'approchent, ils s'agitent pour modifier des lois. Alors, qu'est-ce qui a porté? L'opposition s'oppose alors? On va dire que l'opposition s'oppose parce que vous avez même refusé d'y participer aux plénières qui traitent de la question. Je parle de l'agitation d'abord de la majorité, pas de l'opposition. L'opposition dit non. Et conformément à la volonté populaire. Mais pourquoi? N'est-ce pas normal que le gouvernement propose de venir déposer? Ne changeons pas les règles de jeu en plein match, c'est pas possible. En 2010, on a modifié les règles de jeu en plein match. L'élection du président, 2 tours, a été réduite à un seul tour. Nous avons dit non, mais ils se sont imposés. Mais lorsque Denis Sanga a déposé son projet de loi son projet de loi électorale, ça posait pas de problème, et maintenant on va dire qu'il a retiré. Est-ce que n'est-ce pas une bonne chose qu'une autre proposition s'y pointe? J'en arrive. Vous savez, lorsqu'on parle, j'ai suivi le chef de l'État. J'ai suivi le chef de l'État lors de son discours devant le Congrès, demander à l'Assemblée nationale qu'il attendait d'elle, ou du Parlement général, qu'il attendait de lui une loi qu'il devait mettre à la disposition de la CENI pour programmer les élections. J'étais étonné que ça vient du président de la République. Je suis aussi le débat où on dit qu'il faut une loi électorale. Le président Malou Malou de la CENI, l'année passée, il nous a présenté un calendrier électoral sur base d'une loi à venir. Mais il faut être ridicule. Alors que, je permets juste pour clarifier, il faut que les auditeurs nous suivent aussi. Alors, vous avez posé une série de questions, laissez-moi juste répondre et puis peut-être vous allez poser d'autres questions, je suis disposé à répondre. Donc je disais, M. Malou Malou présente un calendrier électoral sur base d'une loi qui n'existait pas. Maintenant, soyez sérieux, n'est-ce pas? Et lorsque je vois les débats qui ont été suscités aussi autour des lois électorales, quand j'entends les gens parler, c'est comme s'il n'existait pas de loi électorale au Congo. Oui, il existe une loi électorale. Ma question est celle-ci. Lorsque Sesanga avait introduit son projet de loi électorale pour vous avez posé une série de questions, j'en arrive. Oui, mais vous avez posé une série de questions. C'était normal lorsque Sesanga a introduit son projet de loi et lorsqu'il l'a retiré, il faudrait bien qu'il y ait une autre proposition de loi électorale. N'est-ce pas ça, la démocratie? Ma réponse vous aide à bien comprendre que j'ai répondu à la question. Comment? Lorsque les opérateurs politiques parlent, c'est comme s'il n'existait pas de loi électorale. Madame, il existe une loi électorale dans le pays. C'est cette loi électorale qui a permis d'avoir la compétition entre M. Kabila et M. Tshisekedi. C'est cette loi électorale qui a permis d'avoir Jean-Lucien Boussa et les autres collègues comme députés nationaux. C'est cette loi électorale qui a permis l'organisation des élections des gouverneurs de province en 2013 dans le Bas-Congo. Mais c'est la même loi qui voulait être remplacée par Sesanga. Personne n'a aussi répondu. Mais laisse-moi terminer. J'en arrive. C'est la même loi qui a permis d'organiser les élections à l'Équateur des gouverneurs de province où j'étais candidat avec Ouya Diallo. C'est la même loi qui a permis d'élire un député national à Befalé. Mais qu'est-ce qui pose subitement qu'on puisse suspendre un calendrier électoral à une loi à venir? Quel qu'ait été le projet ou les propositions qui ont été déposées?
Maintenant, vous me dites, l'honorable Sessang avait déposé une proposition de loi, on n'a rien dit à ce sujet. Qui vous a dit qu'on n'a rien dit? Je vous informe que la veille... Prenez l'information. Prenez l'information d'abord. Je vous informe, non, le député a l'initiative de prendre sa proposition de loi. Là où nous intervenons, c'est lorsque le débat est porté à l'Assemblée nationale. Lorsque nous apprenons que le... Je réponds à la question, attendez que le gouvernement commence par déposer sa proposition de loi. Tu as parlé de Sessanga. Je termine par rapport à Sessanga. Lorsque l'honorable Sessanga a fait sa proposition de loi, et ça faisait 2 ans qu'elle s'est restée dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, lorsqu'on nous annonce à nous qu'on va la présenter, nous disons, si monsieur vient avec sa loi, l'opposition ne se sent pas concernée. On ne se sent pas concerné parce qu'il ne faut pas profiter de cette loi pour modifier les règles de jeu en plein match. Et nous serons cohérents par rapport à nous-mêmes. Un autre projet de loi qui viendrait du gouvernement rencontrera la même réponse. L'opposition a déclaré au cours de la session passée, au début, que toute discussion sur un projet de loi en rapport avec la modification de la Constitution, tout comme en rapport avec la loi électorale, l'opposition ne participerait pas et nous restons constants à cet effet. Parce que nous considérons qu'il ne faut pas déstabiliser l'architecture institutionnelle qui existe et il ne faut pas trouver des prétextes à une loi pour prolonger le mandat de Kabila. Donc, on a vécu comme ça un défi étant de l'opposition qui claque la porte et qui revient tout de suite après. Non, qui prend des positions fortes, certaines positions sont suivies. Maintenant, par exemple, on ne parle plus de la révision de la Constitution, c'est très bon. Quand vous revenez, parce qu'on a assisté à ces faits étonnants, il y a eu des épisodes où l'opposition est sortie du Parlement, a claqué la porte, mais quand elle revient, elle ne dit pas pourquoi elle revient. Mais c'est à vous de nous poser la question, mais écoutez, vous avez claqué la porte sur... vous avez dit que toute discussion en rapport avec le projet de loi de modification de la Constitution, vous n'y participerez pas. Mais pourquoi vous revenez? Mais nous sommes là parce que même le président de l'Assemblée nationale considère que ce débat est sans objet. Deuxièmement, il faut nous poser la question, mais vous avez dit lors de la session passée que vous ne participerez pas à toute plénière où le débat sur le projet de loi électorale ou proposition de loi électorale sera faite. Est-ce que vous y avez participé, oui ou non? Mais le débat n'a pas eu lieu. Sessang a retiré son projet. Il me semble que le gouvernement aussi avait retiré ses 4 projets de loi. Maintenant, nous sommes en session extraordinaire. On nous dit on va remettre la question sur la table. Nous disons non, nous ne sommes pas concernés par ça parce qu'une loi électorale existe. Elle est en adéquation avec des élections, avec l'organisation des élections qui n'ont pas encore été organisées. Notamment, c'est des députés provinciaux, c'est des sénateurs et des gouverneurs. Pourquoi on ne veut pas faire ces élections? Mais vous êtes quand même... On consacre l'illégitimité des institutions. Vous partagez quand même l'avis de Caméré qui dit que logiquement, on ne devait pas convoquer, lors de cette session extraordinaire, on ne devait pas convoquer, mettre sur table quelque chose que la session extraordinaire ne pouvait pas s'épancher sur une matière qui n'avait pas été convoquée auparavant. Non, je crois que c'est pas ça. Je respecte le point de vue des Caméré. Là-dessus, on partage le même point de vue d'ailleurs. Mais les débats aujourd'hui, c'est les débats en rapport avec la modification ou pas de la loi électorale. Et là-dessus, y compris M. Caméré, y compris M. Boussa, y compris M. Jean-Claude Vemba, y compris M. Fayoulou, y compris les autres collègues de l'opposition, UDPS, etc., nous sommes tous d'accord sur le fait que on n'a pas besoin d'une autre loi électorale. La loi en vigueur permet de réaliser les élections qui n'ont pas encore été réalisées depuis 3 ans et qui mettent le pays en situation d'institution illégitime. Le Sénat est illégitime. Les assemblées provinciales sont illégitimes. Les gouverneurs des provinces sont illégitimes. Le président de la République, en tant que garant du fonctionnement harmonieux des institutions, ne voit-il pas là sa responsabilité engagée pour résoudre ces problèmes? Or, pour résoudre ces problèmes, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. On a besoin d'une volonté politique ferme et claire pour dire en 2015, on règle ces problèmes. Et on va aux élections présidentielles en 2016 pour finalement organiser les locales et municipales après que le nouveau président soit élu. Voilà. Ben voilà, il nous reste plus de 10 minutes, on va vraiment les gérer. On parle du gouvernement de cohésion nationale. Je ne vous demanderai pas si vous pensez que ce gouvernement est de cohésion nationale. On sait voir la réponse. Mais je vous demande plutôt de savoir la polémique qui existe ou qui a existé par rapport à la nomination de
de 3 membres du MLC. Vous avez fait partie du MLC également. Aujourd'hui, Bazaïba, qui est le nouveau secrétaire général du MLC, les considère comme des ex-opposants. Vous êtes du même avis? Je considère qu'il faut évoquer la question nationale, de la cohésion nationale. C'est la question la plus importante pour moi par ailleurs. Et donc je considère par ailleurs que par rapport à cela, il n'y a pas de gouvernement de cohésion nationale. La preuve est là. Vous donnez la preuve. Il n'y a pas de gouvernement de cohésion nationale. Vos collègues du MLC. Il y a des collègues, pas simplement des ex-MLC ou du MLC. Il y a des collègues de certaines formations politiques qui ont librement décidé de rejoindre la majorité. Il faut respecter leur point de vue. Non, mais c'est parce qu'ils ont dit. Il faut respecter leur choix. Ils continuent à être des opposants, mais est-ce qu'on ne peut pas débattre de l'intérieur ou combattre à l'intérieur? Pourquoi vous voulez toujours être... Non, moi je voudrais donner des réponses aussi pédagogiques aux citoyens lorsque nous passons à la télé, au lieu d'être des sophistes, tout simplement. Il est clair que je respecte la volonté des collègues qui ont décidé de rejoindre la majorité. Et je pense qu'ils ont été conséquents par rapport à eux-mêmes. Deuxièmement, ce gouvernement est né d'une résolution, de l'une des résolutions des concertations politiques ou des concertations nationales. Rappelez-vous que le 1er juillet 2013, l'opposition politique, par ma voix, au CEPAS, a dit non aux concertations politiques. Nationales. Aux concertations nationales, merci. Rappelez-vous de cela. Et c'est ça qui m'a coûté mon départ du MLC, ma radiation du MLC. Non, c'est parce que vous avez créé un courant politique au sein du MLC. Je vous en prie. J'ai dit, c'est ça qui m'a fait coûter ou qui m'a coûté ma radiation au sein du MLC. Mais on va dire que ça, il y a un problème d'interprétation de texte au sein du MLC. Mais laissez-moi parler. Non, moi je ne dépends pas du MLC, moi je suis du CDR. Je voudrais simplement me positionner par rapport à l'histoire. Ok? Par rapport à l'histoire, j'ai dit non aux concertations. Oui, mais par rapport à l'histoire, on vous a accusé aussi d'avoir créé un courant au sein du MLC. Alors que je réponds aux questions. Donc par rapport à l'histoire, j'ai dit non aux concertations politiques. Et en même temps, j'avais dit non au manque de démocratie interne, où on envoie à la CENI quelqu'un qui n'avait pas été élu. Et je suis radié du parti pour ce faire. Les partis s'engagent dans la voie, mon ex-parti s'engage dans la voie des concertations politiques. Mais je pense que l'une des résolutions, c'est la constitution d'un gouvernement. Que certains soient conséquents par rapport à leur participation. Donc vous êtes... Je crois qu'ils sont mieux placés pour débattre à l'interne. Vous faites partie de ceux qui reprochent au président Kabila d'avoir débauché des gens au MLC. Moi, je suis de ceux qui considèrent que... Puisque vous considérez qu'ils ont rejoint la majorité. Non, je suis de ceux qui considèrent que la Constitution de la République, la loi portant statut de l'opposition sont claires. Lorsque vous soutenez le programme d'action du gouvernement et vous y faites partie, vous appartenez à la coalition qui gouverne. Ceux qui n'appartiennent pas à la coalition qui gouverne et qui contredisent et qui ont des propositions par ailleurs alternatives par rapport à celle-là sont de l'opposition. C'est clair, il ne faut même pas raconter des histoires autour de ça. Ben voilà. Maintenant, donc, débauchage ou pas, moi, ce n'est pas mon problème. Je considère que certains acteurs politiques, jouissant de leur libre arbitre, ont décidé de rejoindre la majorité. Maintenant, nous qui sommes dans l'opposition, nous devons plutôt nous organiser, nous réorganiser davantage. Mais encore, il faut attendre, il faut les écouter. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont de la majorité? Ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est la loi. Non, moi, je ne reproche pas. Au lendemain de la publication Madame, ne donnez pas l'impression. De ce gouvernement. Non, ne me donnez pas l'impression que moi, je leur reproche quoi que ce soit. J'ai dit, ils ont pris leurs responsabilités. Moi, je suis un libéral. Mais ils continuent. Moi, je suis un libéral. Non, ça, c'est le débat entre les partis politiques. Moi, je suis du CDR. Le CDR ne peut pas faire partie du gouvernement. Mais on vous a suivi également au lendemain de la publication de ce gouvernement de cohésion nationale. Vous l'avez carrément traité d'inapte. Est-ce que vous pensez que ces gouvernements ne poursuivent pas les assignations qui a été Non, les chefs de l'État, pas au lendemain. Est-ce que les assignations qui lui ont été assignées ne sont pas logiques et normales? Non, le chef de l'État a dit lui-même, s'agissant des questions d'ordre social, que c'est ces gouvernements qui va trouver des réponses aux problèmes sociaux des Congolais. Et vous l'avez jugé inapte? Et là-dessus, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai pas utilisé le mot inapte. Là-dessus, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais le président Kabila est président démocratiquement élu depuis 2006. Mais ça fait 8 ans que le budget de l'État congolais, l'argent de l'État augmente. On est passé de 1,2 milliard en 2006 à aujourd'hui une projection de 10 milliards de dollars en 2015.
Mais c'est depuis ces temps que le fonctionnaire n'a pas 100 dollars américains. C'est aujourd'hui que ce gouvernement va résoudre les problèmes sociaux. Alors bravo, j'attends c'est des gouvernements un travail d'Hercule. Véritablement un travail d'Hercule. Ce serait très intéressant pour les Congolais. Et je considère que, toutes choses étant égales par ailleurs, le budget 2015 ayant été déjà voté au Parlement, avant que ces gouvernements ne soient mis en place, alors que dans ces budgets, on ne prévoit pas que les fonctionnaires auront 300 dollars, 400 dollars par mois, et je ne vois pas comment ça va se passer. Deuxièmement, s'agissant des questions des prix des biens sur le marché, aujourd'hui, les cartons des chinchards, j'ai dit tout à l'heure, c'est 90 000 francs congolais. Voilà. Je ne vois pas comment ça va être réduit de moitié d'ici le mois de fin juin. Je ne vois pas comment. Non, attends, je ne vois pas comment. J'aimerais bien voir les soins de santé, de qualité, de proximité. Je ne vois pas comment on va résoudre ces problèmes. Les 70% de Congolais qui vivent en descente de 2 dollars américains par jour. Mais je ne vois pas comment ils vont les réduire à 10%. Donc je veux dire, c'est la démagogie politique. Arrêtons d'être démagogues lorsqu'on est au pouvoir. Gérons. Et gérer, c'est prévoir. D'accord. Il y a quand même une plateforme politique qui réclame en ce moment un audit sur la gestion de province. Qu'en pensez-vous? Vous avez été aussi candidat gouverneur. Non, je crois que la gestion du pays en général, pas que des provinces, mérite une autopsie. Malheureusement, qui doit faire ces contrôles et qui doit impulser ces contrôles. J'ai parlé tout à l'heure, au début de l'émission, d'un leadership déterminé, d'un leadership pragmatique. J'ai parlé aussi de la pratique de gestion au niveau du leadership au sommet de l'État, qui doit avoir toute une philosophie. Lorsque tout le monde sait que beaucoup de gouverneurs ou beaucoup d'institutions provinciales gèrent mal les ressources publiques et que personne n'est sanctionné de ces faits, vous n'allez pas me dire que c'est demain que ça va se passer. Lorsque au niveau du pouvoir central... Cet audit est quand même le bienvenu, on va dire ça. Non, j'en arrive, mais je préfère être technique aussi par rapport à un certain nombre de questions. Lorsque les questions de gestion de l'État, on nous amène un rapport de reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est l'occasion pour le gouvernement de rendre compte de la manière dont l'argent public a été géré au cours d'un exercice. Et qu'on se rend compte que les rapports de reddition des comptes n'est pas conforme aux lois de la République et que personne n'est sanctionné au niveau central. Mais qui donne l'impulsion pour des audits? C'est le pouvoir central qui donne les impulsions. Lorsque vous me parlez des audits, vous voulez me dire que les institutions provinciales sont inefficaces. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes les institutions sont inefficaces. Les contrôles des gouvernements, bien sûr, j'ai indiqué, le contrôle au niveau des assemblées délibérantes, c'est du domaine des députés provinciaux pour les côtés provinciaux, c'est du domaine de députés nationaux ou du Sénat, des sénateurs, pardon, au niveau national. Vous avez bien compris que les contrôles sont inefficaces et que la gestion n'est pas bonne. Voilà un défi à relever. Mais quels seront les auditeurs? Les inspecteurs de finances? Ce serait très bien qu'on leur donne les moyens de leur travail. Ce serait très bien qu'on leur donne les moyens de leur travail. La Cour des comptes. Mais ce serait très bien aussi qu'on donne à la Cour des comptes les moyens de son travail. Voilà. C'est pourquoi nous considérons que la gouvernance est mauvaise. Il y a toute une logique économique qui sous-tend la mauvaise gouvernance aujourd'hui. Voilà. J'aimerais vraiment bien qu'on parle de ce qui se passe à l'est du pays, mais on ne peut pas parler, puisque nous parlons de province. J'aimerais quand même que vous me dites en 2 mots comment vous avez appréhendé les discours d'un gouverneur de province également lors de son retour de soins médicaux en la personne de Moïse Katumbi Chapwe. Vraiment, ne vous attardez pas parce qu'on va parler de l'est du pays. Non, monsieur Moïse, gouverneur de Katanga, si ce qu'il a dit relève de ce qu'il pense et ce qu'il compte faire, il n'a qu'à nous rejoindre. Et si on n'a pas le courage, on n'a pas le courage, vous pensez que la majorité non, mais peut vous le parlez de radier? Moïse, moi je réponds à la question. Ce qu'il a dit correspond exactement à ce que nous avons toujours dit. Pas des révisions constitutionnelles. Maintenant, il y a un acteur de la majorité, gouverneur de province de son État, qui maintenant est d'accord avec l'opposition sur cette question, mais il doit l'assumer jusqu'au bout. Ça permet de développer des synergies entre les élites congolaises
qui appartiennent à la majorité de l'opposition à la société civile, c'est des questions transversales d'intérêt national. Alors vous pensez que s'il n'a pas le courage de vous rejoindre, il appartient à la majorité de le radier de sa famille politique? C'est pas à moi de tirer les conséquences. C'est à Moïse Katumbi lui-même de tirer les conséquences. C'est pas moi. Je ne peux pas parler, je ne suis pas le porte-parole de la majorité. Alors, on va rapidement parler de l'Est. On n'a vraiment plus beaucoup de temps. Tout ce qui se passe à Béni, on a vu une équipe gouvernementale qui est descendue sur place, qui a essayé d'entendre les uns et les autres pour comprendre ce qui se passe. Mais de l'autre côté, Moussa Nyamwisi accuse les responsables dans le FRDC d'être à la base de ce qui se passe à Béni, à la base de ces massacres. Vous êtes du même avis? Mais voilà pourquoi j'ai toujours considéré que nous avons un pouvoir inapte à répondre aux questions des sociétés. Voilà dans quel sens utiliser le mot inaptitude. La question de l'Est se pose avec acuité il y a de bonnes dizaines d'années. M23, NITT, il faut féliciter d'ailleurs l'apport de la communauté internationale, mais aussi féliciter nos militaires qui, sur cette question des M23, ont fait un travail exceptionnel. Deuxièmement, mais il y a toujours à la marge quelque chose qui n'est pas éteint. Il y a l'insécurité à l'est du pays. La responsabilité du gouvernement n'est pas de nous dire on est allé sur le terrain, on est revenu. Le chef de l'État est passé par là. Tout le monde a supposé qu'après le passage du chef de l'État, la question serait réglée. Aujourd'hui, on me dit qu'une délégation gouvernementale est encore passée par là. Sûrement pour nous dire, dans 2 semaines ou 1 semaine seulement, on n'en parle plus. Le peuple de Béni, comme tous les peuples congolais, a besoin de la réponse. C'est quoi la réponse? Que les armes se taisent, que la paix revienne. C'est de la responsabilité du gouvernement, qu'on arrête de nous rabattre les oreilles avec des discours. On a besoin de réponses. Et si on n'a pas de réponse, on est inapte à trouver la réponse. Et donc on n'a pas sa place. Alors le 2 janvier, ce sera la fin de l'ultimatum donné au FDLR pour pouvoir se rendre. On constate quand même il y a un grand nombre qui ne s'est pas encore rendu jusque-là. Alors, d'après vous, que doit-on faire? Je pense qu'il est bon de multiplier la pression sur le FDLR, parce que le pays a besoin de la paix. Qu'attendez-vous par multiplier la pression? Ah oui, je crois que ceux qui ont le langage militaire le savent. Il y a le langage militaire, le langage diplomatique. Moi, je ne suis pas ministre de la Défense pour dire on va mettre 100 000 hommes là-bas. Non, je pense que l'armée congolaise devrait faire son travail pour que les Congolais retrouvent la paix. Mais nous sommes aussi dans les concerts des nations, où vous avez la MONUSCO qui est présente dans le pays, qui a fait un travail exceptionnel, un travail des titans, n'est-ce pas, où des hommes de la MONUSCO sont tombés même sur le terrain. Et je pense aussi que là-dessus, sur le plan diplomatique, il faut que les pressions soient multipliées, aussi bien au Congo qu'à l'extérieur du Congo. Les FDLR sont d'origine rwandaise. Je pense qu'il est bon que le Rwanda puisse se rendre compte que ce sont les compatriotes rwandais qui sont au Congo qui créent du désordre. Il faut leur créer un cadre sécurisé de retour dans leur pays. N'est-ce pas? Je pense que la question ne peut pas se résoudre simplement au sein du Congo. La question se résout aussi au sein de la région des Grands Lacs, mais en même temps au niveau de la communauté internationale, ce qui est toujours fait depuis lors. Mais puisque vous évoquez MONUSCO, que pensez-vous du départ définitif de ces structures? Bon, j'ai suivi le président de la République parler du départ de la MONUSCO, mais j'ai suivi aussi le même président solliciter l'intervention de la MONUSCO lorsque le M23 nous a causé du tort. Ça, je l'ai suivi. Je pense qu'un pays, il n'y a pas le droit de changer d'avis. Un pays organisé, où on nous dit que ça marche très bien, on ne devrait pas avoir une armée étrangère dans le pays. Mais pourquoi vous avez les forces de la MONUSCO au Congo autant que vous avez les forces des Nations Unies en Centrafrique? Parce qu'il y a la précarité de la situation. Si le gouvernement congolais, le président de la République en tête, prend à bras le corps du problème et nous rassure que nous sommes en sécurité. Nous, quand on était jeunes dans ce pays, on se promenait à tout moment, partout. On n'a jamais entendu parler de la guerre, n'est-ce pas? Si le chef de l'État garantit que le pays est sécurisé, on n'a pas besoin de la MONUSCO, s'il vous plaît. La MONUSCO peut même partir demain, si le pays est sécurisé, si on a toutes ces garanties-là. Okay. Donc c'est lui, le chef de l'État, qui s'est engagé par rapport à cela. C'est à lui aussi de se rendre compte que maintenant la paix est totale et qu'on n'a pas besoin d'une armée étrangère. On ne peut pas polémiquer là-dessus. Ok. Je pense. Ok. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que je venais de m'entretenir avec l'honorable député national Jean-Lucien Boussaï, président du CDR.
Vous pouvez retrouver cette émission demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Bonne année à toutes et à tous.